Donc, j'aimais pas trop le mot innover, parce qu'on ne sait jamais très bien où on va avec ça. Donc, personnellement, j'ai préféré requalifier le titre de cette petite contribution autour de l'idée de refonder les politiques publiques dans leur caractère démocratique. Il s'agit bien de ça. Refonder démocratiquement les politiques publiques. Alors, comment? Mais par un exercice approfondi, élargi des droits culturels. Donc c'est une thèse qui est audacieuse, c'est pas la mienne, hein, c'est notre thèse d'une certaine façon. Elle est audacieuse, elle est même, du point de vue des sciences politiques, presque hérétique, quoique, il y a déjà pas mal de temps que j'ai lu des choses dans ce sens-là. Mais, d'abord, dans un premier temps de ce petit exposé, parce qu'on s'est donné 20 minutes hein, comme discipline, dans un premier temps, je voudrais revenir brièvement, les organisateurs ont insisté brièvement, sur mais pourquoi on en est là? C'est-à-dire pourquoi y aurait-il une nécessité impérieuse d'une démocratie approfondie? Il y a à cela, en fait, trois raisons qui se conjuguent. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler, enfin vous proposer une définition de la démocratie, définition philosophique, que j'écris moi-même, mais que j'ai rédigée en me référant aux travaux de Paul Ricoeur. En deux mots, et simplement, il dit « est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire irrémédiablement traversée par des contradictions, et qui se donne alors pour finalité d'exprimer, d'analyser, de délibérer et d'arbitrer ces contradictions par le langage, pas par la violence. » Et alors, c'est là que ça devient important et qu'on rejoint les droits culturels. Cette société est démocratique si elle se donne pour procédure essentielle d'impliquer chacun de ses membres à égalité dans ce travail d'expression, d'analyse et de délibération. Pas d'arbitrage, hein, on n'est pas en Suisse, donc on n'est pas condamné à la votation permanente. Non, dans ce travail d'expression, d'analyse et de délibération. Si on fait un arrêt sur image sur ces moments du travail démocratique, eh bien, il faut bien reconnaître que ces moments sont culturels. Et donc, le soubassement, le socle de la démocratie est culturel. Soit. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, exige que ce travail soit, j'allais dire, initié? Parce qu'on ne peut pas dire qu'après 250 ans de tradition démocratique, on ait été très loin dans le travail d'expression, d'analyse et de délibération, puisque dans une conception capacitaire de la démocratie, cela a été délégué. Bien. Qu'est-ce qui aujourd'hui rend ça inéluctablement nécessaire? Eh bien, ce qui rend ça inéluctablement nécessaire, c'est ce qu'on pourrait appeler une crise générale de la division du travail, à 3 étages. Division du travail entre territoires, ça s'appelle la mondialisation, c'est l'enchevêtrement des territoires, qui fait que la table de la démocratie est indéfiniment ouverte. Et puis, c'est la tertiarisation, c'est-à-dire c'est la réincorporation de l'économie et de la culture, pour le meilleur et pour le pire. Souvent pour le pire, mais ça pourrait être aussi pour le meilleur. Et le troisième processus, qui est le plus connu de tous, c'est évidemment la marchandisation, c'est-à-dire la fluidification des frontières entre les systèmes d'action publique, civile et marchand. Si vous mettez ces trois mutations l'une au-dessus de l'autre, vous avez une accumulation de contradictions, c'est-à-dire une société hyper complexe, dans laquelle il n'est pas légitime et dans laquelle il n'est pas efficace non plus, par voie de conséquence, que le travail démocratique soit fait à notre place. Et donc, gouverner suppose de gérer de l'action collective. C'est une phrase de Patrice Durand, c'est un grand de sciences politiques, et il disait ça déjà il y a 25 ans. Gouverner, c'est gérer de l'action collective. Ça suppose de refonder les politiques publiques, effectivement, en mobilisant l'intelligence, la sensibilité et l'expérience des citoyens, mais les citoyens dans toutes leurs facettes, y compris dans leur facette du travailleur et dans leur facette d'usager, mais donc sans oublier leur facette universelle, celle de citoyen. Et donc c'est bien parce que ces contradictions sont trop intenses et trop nombreuses que le travail de la culture, ou si vous voulez l'exercice approfondi des droits culturels, constituent la seule voie imaginable pour, je dirais, commencer à déménager les problèmes, c'est-à-dire à retrouver une capacité de faire conflit. Retrouver une capacité, on revient à Ricoeur, de travailler la division de la société. Je ne sais pas si vous voyez, mais aujourd'hui, la tentation, c'est de travailler la division de la société sur des schémas un peu simples et dangereux.
n'est-ce pas? Comme la votation suisse du week-end dernier, mais comme les dérives du champ politique, la droitisation du champ politique, c'est fascinant, en France en particulier. Donc, comme ces dérives montrent qu'il y a évidemment d'autres solutions que la démocratie approfondie. Il y a la démocratie sécuritaire ou communautaire, c'est évidemment une solution. Et l'autre solution, c'est la marchandisation généralisée. Tout ce qui se marchande ne se discute plus. Donc ça allège la table de conversation, l'ordre du jour de la démocratie. Voilà donc pourquoi il faut une démocratie approfondie et pourquoi il faut mobiliser les droits culturels. Maintenant, c'est la première section. Deuxième section, comment? Donc c'est le chantier de la refondation des politiques publiques. Alors, c'est difficile d'en parler de manière trop générale, sans être trop abstrait, donc je vais peut-être essayer de vous raconter une petite histoire, une histoire belge, hein, donc ça va être drôle, une petite histoire qui associe trois niveaux de cette refondation. Le premier niveau, c'est celle d'une évaluation démocratique, pluraliste, contradictoire et réflexive. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la conception d'une politique à travers ce travail d'évaluation. Et le troisième niveau se décline alors dans ce que Michel de Certeau appelait les opérations culturelles. Je reviens au premier niveau. Il y a quelques années, étant arrivé par hasard au ministère de la Culture, en Belgique, chargé de mission de l'évaluation, du développement de l'évaluation des politiques culturelles, j'ai proposé, d'abord à titre expérimental, et puis maintenant de manière plus généralisée, de généraliser la pratique de l'auto-évaluation réflexive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'essayer de changer les rapports entre l'État et les opérateurs, essentiellement associatifs en Belgique, porteurs de la politique culturelle. Changer en disant, vous savez, vos rapports d'exécution et vos rapports d'activité nous ennuient, pour ne pas être plus vulgaire, vraiment, nous ennuient mortellement, parce que dans les rapports d'activité, il n'y a rien à saisir, il n'y a rien à sentir. Par contre, votre réflexion nous intéresse. Surprise. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, d'abord dans les centres culturels, puis dans les associations d'éducation permanente, on dit permanente en Belgique, on dit populaire en France, quoique, et puis dans le secteur des centres de jeunes, et puis maintenant en lecture publique, donc dans les réseaux de bibliothèques. Et donc, ce qui m'a surpris d'abord au départ, c'était vraiment les résistances de l'administration qui étaient de dire, un, d'abord les gens n'ont rien à dire, deux, s'ils disent des choses, ils vont s'auto-justifier, donc ça ne va jamais marcher. Donc j'ai dit effectivement, il ne faut pas que l'auto-évaluation puisse conduire au bout du cycle à un contrôle-sanction, non. L'auto-évaluation vient là pour donner les clés d'interprétation qui ne peuvent qu'enrichir les schémas d'interprétation de l'appareil d'État par rapport à ce qui se passe dans le champ culturel. Et donc j'ai appliqué ça au domaine des centres culturels. Et j'ai fait le tour il y en a 115 en Belgique, j'ai presque été dans chacun d'entre eux de 2006 à 2009. Et qu'est-ce qui est sorti de ça? Il est sorti de là une réflexion sur nous n'avons plus de boussole, nous n'avons plus de référentiel, nous ne savons plus pourquoi nous faisons de la culture. Ah, intéressant. Effectivement, le décret de 92, qui avait quelques phrases molles, était tombé en désuétude, comme beaucoup de lois, et les centres culturels étaient devenus un archipel extrêmement atomisé. Donc pas de langage commun. Donc je suis retourné chez la ministre et je lui ai dit, il n'y a pas de langage commun, donc il faut créer un langage. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert un chantier et on s'est dit, tiens, la clé du langage pourrait être le référentiel des droits culturels, et en particulier du droit à la culture. Et alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ceci, retenez-vous, vous allez avoir un vrai plaisir, je crois. Hein. L'action des centres culturels augmente la capacité d'analyse, de débat, d'imagination et d'action des populations d'un territoire, notamment en recourant à des démarches participatives. Cherche à associer les opérateurs culturels d'un territoire à la conception et à la conduite d'un projet culturel de moyen long terme. Il s'inscrit dans des réseaux de coopération territoriaux, etc. L'action des centres culturels contribue à l'exercice du droit à la culture et plus largement à l'exercice de l'ensemble des droits culturels par tous et pour tous, dans le respect de l'ensemble des droits humains. Un centre culturel est donc un lieu de réflexion, de mobilisation et d'action culturelle par, pour et avec les populations, etc. C'est un article de loi, ça. C'est l'article 2, 4, 19, 20 et 21 du décret sur les centres culturels voté le 21 novembre dernier. Et donc, il y a donc un lien, je crois, d'intelligence
et de confiance. Le geste de l'auto-évaluation réflexive, c'est un geste de confiance. Il avait été d'ailleurs théorisé en France de deux manières. La première fois par Patrick Vivray en 88 dans son rapport à Michel Rocard, et puis une deuxième fois dans un bouquin plus technique mais passionnant de Michel Conan, qui s'appelle L'évaluation constructive, et dans lequel il propose une approche constructiviste de l'évaluation, c'est-à-dire nous devons discuter du langage. Nous devons, si l'on dit égalité, on croit savoir ce qu'est l'égalité, mais non. Mettons-nous à parler d'égalité, faisons demain un atelier 4D sur l'égalité, et on verra nos nombreuses conceptions contradictoires de l'égalité. Nous verrons que nous sommes nous-mêmes une société divisée à propos de l'égalité. Donc, ce geste de confiance a permis d'accumuler de l'énergie, de l'intelligence collective pour arriver à ce décret. Dans ce décret, il y a encore deux, trois petits étonnements. Il y est indiqué que l'action d'un centre culturel se définit de manière procédurale et méthodologique. Donc on n'en définit pas le contenu, on définit le cadre procédural et méthodologique dans lequel doit s'inscrire un centre culturel. Ce cadre méthodologique est intéressant parce que, dans son premier moment, il impose au centre culturel de se livrer à ce qu'on appelle une analyse partagée du territoire. Et que cette analyse partagée du territoire est définie non pas comme un travail de géographe et d'arpenteur, bien sûr, ni comme des photographies statistiques du territoire, mais comme un travail de mobilisation des populations pour définir les enjeux de société qu'une action culturelle pourrait porter. Les enjeux de société qu'une action culturelle pourrait porter. Ce qui est intéressant dans ce premier moment du cadre procédural et méthodologique, c'est qu'on invite l'action culturelle à se penser par rapport à des questions de développement, et non pas à se penser en site propre. Et donc cela accrédite bien la thèse du décloisonnement majeur du champ culturel par rapport à la question du développement, c'est-à-dire à sa relation au champ socio-économique. Troisième et dernier moment de ce cadre procédural, le projet culturel qui va porter ces enjeux de société va nécessairement accoucher de ce que Michel de Certeau, toujours lui, appelait des opérations culturelles. Les opérations culturelles, ce sont, disait-il, dans La culture au pluriel, 1974, Gallimard, voilà, il disait, une opération culturelle, c'est la nécessité dans laquelle nous sommes, dans les temps contemporains, de transgresser la division du travail entre la création, la diffusion et l'usage de la connaissance, des arts et de la culture. Transgresser la division du travail. Et donc, derrière Michel de Certeau, le décret sur les centres culturels prévoit dans son atterrissage que ces projets s'incarnent dans des opérations culturelles, c'est-à-dire des opérations inter- et transdisciplinaires, qui associent les différents secteurs de l'action culturelle et qui associent, certes, des artistes, certes, des médiateurs, et donc des populations. Voilà pour un bref passage, puisque je n'ai pas le temps d'aller plus loin dans cet énoncé, de trois moments d'une refondation d'une politique publique. Le moment initial, qui est le processus de mise en réflexion des acteurs d'un secteur auquel on demande de construire une évaluation, un processus dynamique d'évaluation, y compris des populations avec lesquelles ils travaillent, bien sûr. Et puis le deuxième moment est une élaboration législative, je dirais, à l'abri du politique, parce qu'on a fait ça essentiellement dans, je dirais, dans les réseaux des groupes de pression, des intellectuels et des acteurs culturels et des artistes. Et puis le troisième moment est celui maintenant que nous allons voir en action, puisqu'on entre maintenant dans la transition et dans l'application de ce décret, dans la naissance, je l'espère, des opérations culturelles. Alors, je vais peut-être donner une petite image française alors, d'une opération culturelle dans laquelle moi j'ai été impliqué et qui me hante encore. J'ai eu la chance de travailler avec un compositeur français, Nicolas Frise, qui a notamment fait des résidences musicales invraisemblables, d'une part dans la prison de Saint-Maur et d'autre part dans l'hôpital de Saint-Denis. Et donc il m'a associé à ces travaux et à ces réflexions à l'époque, et encore maintenant. Et ce qui est fascinant dans la conception qu'il a de ces résidences,
c'est qu'il conçoit dans sa résidence que le travail du citoyen par les moyens de l'art, puisque c'est comme ça qu'il se définit, est un travail qui ne va pas jouer à la périphérie, je veux dire de la culture qui nous distrait, mais que le travail de la culture doit viser le centre de la question, c'est-à-dire déménager les problèmes pour construire une nouvelle représentation des conflits. Et c'est bien ce qu'il a fait à Saint-Maur, en travaillant la question du temps et la question du sens du travail en prison, la prison étant bien sûr une métaphore de la société salariale. Bon. J'en termine par la troisième section qui est, ce n'est pas toujours comme ça dans un exposé, mais qui est une question que je vous livre, parce qu'en fait je n'ai pas la réponse. Donc la question est, ce que j'ai décrit ici est un univers d'action dans lequel je n'ai pas encore nommé d'acteur. Et une action sans acteur me laisse un peu sur ma faim. Je veux dire par là, je connais maintenant suffisamment le monde des centres culturels en Belgique pour savoir, ce sont des créatures hybrides, typiquement belges, avec une moitié de pouvoir public, une moitié de pouvoir associatif. Je connais maintenant suffisamment ce monde-là pour savoir qu'il est évidemment traversé par des rapports de force. Et que ces rapports de force se tombent aujourd'hui, souvent, sur la question du déficit d'acteurs collectifs. Et donc, j'en termine, et c'est ma troisième section, mais elle est très courte, j'en termine par une question. Et la question est, mais quels peuvent être les acteurs collectifs porteurs d'une dynamique d'action sur les droits culturels? Alors, il y en avait bien un que j'avais cherché quand j'étais petit, en France. C'est l'éducation populaire, évidemment. Hein, c'est son travail, construire, accoucher des savoirs sociaux stratégiques. C'est son travail historique, que l'on remonte à Condorcet, ou qu'on remonte aux barricades de 48, ou qu'on remonte aux traditions du mouvement ouvrier, ou qu'on remonte aux universités du maquis dans la résistance, peu importe. Pas peu importe, j'ai beaucoup de respect pour l'histoire, mais au confluent de toutes ces histoires, le meilleur de ce que peut être l'éducation populaire, c'est la construction des savoirs sociaux stratégiques. Oui. Mais j'ai suffisamment vieilli en France pour savoir que les acteurs de l'éducation populaire ne sont pas en pleine forme et qu'une politique d'éducation populaire, hélas, et dans laquelle nous avons travaillé, il y en a quelques-uns ici dans la salle qui ont fait ça avec moi, une politique d'éducation populaire qu'on a voulu faire naître à l'époque de Marie-Georges Buffet et de Jospin, eh bien, a été tuée dans l'œuf à l'époque par les ministres de ce gouvernement. Bien. Et donc, il n'y a pas de politique d'éducation populaire qui pourrait être effectivement une politique de reconnaissance et de subventionnement des acteurs porteurs d'un exercice majeur des droits culturels. Je me suis aussi interrogé, pas en France, parce que c'est trop difficile, mais en Belgique, sur la capacité des organisations syndicales de comprendre l'enjeu, de dépasser, je dirais, l'enfermement dans lequel les maintes organisations collectives se sont mises, je veux dire en acceptant que le travail ne soit pas discutable et que ce qui sort des usines ne le soit pas non plus. Eh bien, aujourd'hui, pour en remonter au tout début à la question de la tertiarisation, la réincorporation économie et culture, elle contraint potentiellement, je l'espère, les organisations syndicales à comprendre qu'il y a un conflit à faire, majeur, sur le sens du travail et sur le sens de ce qui sort du travail, que ce travail soit d'ailleurs public, associatif, privé, marchand ou non. Et donc, évidemment, la mobilisation des droits culturels dans des opérations comme celles dans lesquelles vous êtes engagés sont des opérations dans lesquelles on peut prouver, mais sans acteur collectif, simplement par un processus de vie collective, mais qui n'a pas d'acteur majeur, l'on peut prouver qu'effectivement, faire confiance à l'intelligence des usagers, des travailleurs et des citoyens, ça permet d'accumuler des forces pour refonder les politiques publiques. Et donc voilà, je suis en recherche d'acteurs, et j'espère que dans les débats de ce soir et de demain, on pourra faire de l'intelligence collective là-dessus, et je vous remercie.